Les enfants de la licorne de Maya Alonso aux éditions Atlantis. Dans l'Hérault des années 1970, une demeure ancestrale abritant un secret est vendue aux enchères à une mystérieuse brésilienne. La famille expropriée va réagir à sa façon. Certains sont meurtris, voire anéantis, d'autres se rebellent. Un roman où l'enfance, l'amour, la mort, l'histoire et les légendes se déclinent sur une terre souveraine. Maya Alonso, bonjour. Bonjour. Vous vivez en Gascogne. Oui. Après une jeunesse nomade entre Mascara, Toulouse, Londres et Paris. Vous vous fixez donc et vous avez publié 2 romans. Un qui s'appelle L'Odyssée de graines de bled en terre Ifri. On dit Kia, c'est ça. En terre d'Ifriqiya, voilà, oui. C'est ça. C'est pour le terme pour parler de l'Afrique d'une manière assez poétique, oui. Donc aux éditions L'Harmattan en 2013. Oui. Et Le Soleil colonial, au Royaume des cailloux, aux éditions Atlantis, en 2014. Oui. Mais aujourd'hui, vous allez nous présenter Les Enfants de la licorne, qui est donc votre dernier roman et qui, lui aussi, a été édité aux éditions Atlantis. Alors, tout au début de votre livre, il y a François et Léon, que François appelle souvent amicalement la crevette, parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Et ils reviennent d'une vente aux enchères, puisque le domaine qu'exploitait François vient d'être vendu, donc François Baltramé, la quitterie. Et à partir de là, donc il y a toute la famille qui est autour et qui justement veut essayer par certains côtés, d'autres se rebellent, d'autres pas, d'autres acceptent. Et vous allez bien sûr nous raconter votre livre, même si je l'ai lu et que de temps en temps je vous poserai des questions. Nous vous écoutons. Oui, alors donc vous l'avez bien dit, c'est le personnage principal, quasiment pour moi, c'est la maison qui s'appelle Quitterie, du nom de la patronne de la Gascogne. Ça se passe dans un village que j'ai appelé Loubet, mais qui, dans la vie réelle, serait plutôt Saint-Martin de Londres, où j'ai séjourné et où je suis tombée sous le charme de ce petit village il y a très longtemps. Et j'ai gardé ça dans un coin de ma mémoire pour un jour le faire vivre, donc, mais librement, en prenant une autre identité. Donc cette maison a traversé un petit peu les siècles, elle a traversé les siècles, et c'est un petit peu le moyen de raconter brièvement, puisque ça ne se passe que sur un seul chapitre, l'histoire du Languedoc. Cette maison en est un peu le reflet, voilà. Donc cette maison est dans le cœur d'une famille qui est très très attachée et les vicissitudes de la vie du viticulteur fait que cette maison est finalement saisie puisqu'il ne peut rembourser ses dettes et qu'elle est vendue à une mystérieuse étrangère qui veut absolument arracher cette maison et s'en emparer, et ce qui fait qu'on se pose pas mal de questions parce qu'elle a beaucoup d'argent, donc elle aurait pu choisir n'importe quel autre lieu plus représentatif ou plus confortable, mais c'est cet endroit qu'elle voulait, et pour cause, il y a tout un mystère qui relie cette femme à cette maison et donc par ricochet à la famille qui perd c'est le lieu où ils étaient heureux. Voilà. Alors, il y a des personnages importants que je trouve dedans. Il y a Sébastienne, qu'on appelle communément Tienne, et Ludovic. Alors, c'est assez surprenant parce qu'ils sont cousins, et Sébastienne est plus virulente que ne l'est Ludovic. Et Ludovic, en plus, va tomber sous le charme de la brésilienne. Voilà, et oui, ce sont les aléas de la vie. Oui, Tiane est un personnage absolu. Elle a 15 ans. Et 15 ans, c'est... un jour, j'étais tombée sur cette phrase de Paul Claudel qui disait « L'adolescence n'est pas faite pour le plaisir, elle est faite pour l'héroïsme ». Et c'est un petit peu ça, voilà. Tiane,
elle veut être une héroïne. Elle veut chevaucher la licorne des contes de sa grand-mère. Cette grand-mère, Mamie Belle, qui est aussi très importante dans dans ce roman et qui est un peu la colonne vertébrale de la famille, comme souvent nos anciens, hein, ils sont toujours le pilier. Et Tiane, avec sa grand-mère, a un lien vraiment privilégié. Et l'une et l'autre, l'une est à l'aube de sa vie, l'autre au déclin. Et il y a donc une jonction entre elles qui, pour moi, était importante de raconter. C'est vrai que Mamie Belle est quelqu'un qui est aussi très attachant et qui est en fait, comme vous l'avez dit, le pilier de cette famille. Oui. Mais il y a aussi la petite sœur Zouzou, et où on va découvrir petit à petit, où elle a une étrange façon de percevoir, de ressentir les choses avant tout le monde. Oui, parce que pour moi, l'enfance, c'est l'innocence, et c'est justement les relations invisibles avec la nature, avec ce qu'on pourrait parler ce qu'on pourrait penser être, ce qu'on pourrait dire paranormal. Elle baigne dans l'union avec la nature, dans tout ce qu'elle a de plus mystique, d'une certaine manière. Là, il y a aussi une phrase qui est à la page 63 qui m'a interpellé, qui dit « La réalité, mon enfant, la réalité se trouve dans nos cœurs. C'est là que nous gardons nos souvenirs. Personne ne peut nous les prendre. Nous sommes sur un bateau qui s'éloigne sans cesse des côtes. Nous avons été heureux. Il faut accepter cela. » C'est vrai que c'est pas évident, et est-ce que, surtout à l'âge d'adolescence, est-ce qu'on peut accepter cela? Et justement, non, il a fallu toute une vie à Mamie Belle pour arriver à cette conclusion, puisqu'elle-même a eu à perdre l'amour de sa vie, qui n'est pas rentré de la guerre de 14-18, et qui a passé sa vie à l'attendre. Et donc, elle s'est construit un bonheur rationnel, on va dire, parce que elle sait, elle, que ce qui est vrai n'est pas vrai forcément pour les autres, mais c'est un petit peu, c'est d'ailleurs, c'est ce que moi je pense fondamentalement, nous avons chacun notre part de vérité, et si nous nous asseyons autour d'une table ronde, le monde entier, chacun avec sa part de vérité, ça donnerait un joli kaléidoscope de ce qu'est la réalité, mais chacun a la sienne. Alors il y a le sage aussi qui s'appelle Fanou, qui est le berger, voilà, et que les gens viennent consulter. Et pour qui la parole que dit Fanou est une parole qui vaut de l'or. Et on verra que Ludovic est très attaché à cet homme-là. Et que Mamie Belle et aussi était très attachée à lui lorsqu'elles étaient jeunes. Il y avait un grand respect entre l'un et l'autre. D'ailleurs, Ludovic, à un moment donné, essaie de le sonder pour savoir si effectivement entre Mamie Belle et lui, il y a eu quelque chose. Ce passage est aussi prenant parce que on découvre la curiosité que peut avoir un adolescent. Oui. Hein? Alors il y a Olivier aussi, mais Olivier tient moins de part, on va dire, dans votre livre. Moi, j'ai trouvé les personnages principaux, ce sont François, qui passe très vite, bien sûr, peu cher, oui, parce que il est plein de tristesse. Il y a Mamie Belle, il y a Ludovic, il y a Tienne, il y a la brésilienne aussi, qui a de l'importance. Ouais, oui, voilà, oui. Hein, qui est l'héroïne. Et vous avez aussi, donc il y a cette rencontre aussi, hein, qui est importante, justement, qui fait basculer Ludovic entre la brésilienne et sa fille aussi, bien sûr, hein, qui s'appelle Charline. Hein, et c'est poétique. voilà. Oui. Hein. Alors il y a le souterrain aussi. Alors est-ce que tout ça, ça existe vraiment ou est-ce que ça sort purement de votre imagination, le souterrain? C'est purement imaginaire. Ah, d'accord. Hein. Non, c'est purement imaginaire. C'est vrai. J'ai trouvé aussi quelque chose qui m'a rappelé un film de Philippe Noiret, et c'était L'œil derrière le miroir. C'est Le Vieux Fusil, je crois, qui s'appelait ce film. Oui, quelqu'un m'a aussi fait cette remarque. Je n'avais pas vu le film encore, je crois, quand j'ai écrit ce livre. Non, mais je ne dis pas que vous avez fait du copier-coller. Non, donc je sais plus. Non, mais c'est vrai que quelqu'un m'a fait cette remarque aussi.
Alors, il y a aussi dans votre livre une phrase qui m'a interpellé à page 130. Quand vous dites « Quand la réalité rejoint le rêve, elle prend une couleur indéfinissable qui abolit le temps. » Je trouvais que c'était très joli et très beau, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Et comment vous est venue cette idée-là, pardon? Alors, vous savez, quand on écrit, enfin, quand moi j'écris, ce n'est plus moi qui écris. C'est quelque chose qui se passe, oui. Et je découvre au fur et à mesure. Et il m'arrive justement de tomber ensuite, en me relisant, je dis, bon, j'ai écrit ça. Ça paraît un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que j'écris sous l'inspiration. Mais il est certain qu'avant d'écrire, il se passe des mois, peut-être même des années, où on porte les prémices d'une histoire. On a des personnages qui nous accompagnent. Moi, je m'amuse à dire qu'ils sont là autour de moi et qu'ils me disent, alors, quand est-ce que tu vas écrire mon histoire? C'est un petit peu ça, quelque part. Et donc, c'est quand même quelque chose de très mystérieux, l'écriture, parce que justement ces personnages arrivent ensuite avec leur raisonnement, avec tout un processus, et sincèrement je ne saurais pas expliquer comment ça se fait. Il est évident que ça se nourrit de moi, c'est pris quelque part en moi, c'est mon chemin de vie, ce sont les réflexions que la vie a pu m'inspirer, qui viennent à un moment comme ça, colorer l'écriture. Oui, voilà. Livre. Alors, il y a le mot « avant » aussi. Et ce mot-là m'a interpellé parce que « avant », racine amère que l'on mâche. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message dans ce mot « avant » ? Avant, c'est justement, ça s'est tombé dans le domaine du rêve et c'est la réalité qui va venir colorer les souvenirs. Avant, c'est ce qui est, en anglais, on dirait le nevermore, le plus jamais. Oui. C'est un petit peu ça. Il y a aussi la différence entre l'amitié et l'amour. C'est comme si on comparait le jour et la nuit. Oui. C'est assez surprenant comme remarque. Oui, le parallèle entre ça et ça. Et il y a aussi un texte qui m'a interpellé, qui est à la page 178 et que j'ai trouvé très joli. Que pleures-tu, homme sans sagesse? Te l'es-tu jamais demandé? Est-ce l'autre qui est mort que tu pleures ou ton propre vide? Nous entendons dire ce sont ceux qui restent qui sont à plaindre. C'est pas faux ça non plus, hein. Je dirais même que c'est très juste. Et c'est souvent que quand quelqu'un s'en va, on dit c'est presque plus celui qui reste qui est à plaindre que celui qui est parti. Et pourtant, oui. Si vous deviez faire une conclusion sur votre livre, quelle conclusion feriez-vous? Alors, qu'est-ce que je dirais? Que c'est une histoire qui mêle justement la découverte de l'amour, ou l'amour perdu, l'amour raté pour Fanou, l'amour perdu pour Mamie-Belle, la quête de l'amour pour Tiane, qui est amoureuse de son cousin, qui lui ne l'aime pas, et finalement ce sont des amours qui flottent un petit peu à la dérive, et la mort vient couronner l'amour quelque part. Je m'aperçois en vous le disant que effectivement la mort est la réponse à cette absence d'amour ou à cet amour flottant. Bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous dire à très bientôt. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Tiane, la plus belliqueuse des Baltramées, va tout mettre en œuvre pour récupérer le domaine de la quitterie, à la brésilienne, en qui elle voit la Buse, référence à Simon de Montfort, ennemi mortel de ses ancêtres. Les enfants de la licorne, un roman de Maya Alonso aux éditions Atlantis. La semaine prochaine, je vous ferai découvrir le tome 3 de Ça se passe pas très loin de chez vous, des nouvelles de Jean Tirelli aux éditions de La Mouette.